J'ai besoin de 2800 $. C'est urgent. Le texto de Henri brillait sur l'écran de mon téléphone pendant que je me tenais dans la réserve de l'hôpital, entouré de boîtes de gaz et de l'odeur d'antiseptique. 3 jours plus tôt, il m'avait dit que le voyage en famille au lac était annulé parce que le budget était trop serré. 3 jours plus tôt, je l'avais cru et j'avais pris des gardes supplémentaires pour le week-end. Mais il y a 2 heures, j'avais vu la publication Instagram de sa sœur Mélissa, eux tous au lac, levant leur verre autour d'un festin. Mon mari souriant dans un coin de l'image. Maintenant, il voulait son paiement mensuel pour l'hypothèque de sa mère. Mes pouces ont bougé sur le clavier. Demande à ta famille. Le téléphone a sonné immédiatement. Je l'ai laissé vrombir contre ma paume 3 fois avant de refuser l'appel. Une autre infirmière avait besoin de la réserve, alors j'ai attrapé la boîte de 4 tubes que j'étais censé être venu chercher et je suis retourné dans le chaos fluorescent de l'unité de soins intensifs. Il me restait encore 4 heures de service, mais mon mariage venait de se terminer en 5 mots. Tout n'avait pas toujours tourné autour de l'argent. Il y a 7 ans, Henri et moi nous étions tenus dans un palais de justice, portant nos plus beaux vêtements, son costume emprunté, la robe de ma mère reprise à la taille, nous promettant de tout partager. Nous avions ri de notre budget de mariage de 300 $, plaisantant sur le fait que l'amour était gratuit et que c'était tout ce dont nous avions besoin. À l'époque, sa famille m'avait semblé charmante. Nancy apportait des gratins faits maison à notre studio. Son père, Robert, nous avait aidés à déménager nos meubles de seconde main. Mélissa m'appelait, ma sœur, et le pensait, ou du moins c'est ce que j'avais cru. Avant d'aller plus loin, si vous croyez que la confiance et l'honnêteté sont les fondements de tout mariage, veuillez envisager de vous abonner. C'est gratuit et cela nous aide à atteindre d'autres personnes confrontées à des trahisons similaires. L'hémorragie financière a commencé lentement, si lentement que je n'avais pas remarqué les premières coupures. Cela a commencé avec Nancy mentionnant nonchalamment que les impôts fonciers sur la maison du lac avaient augmenté. Ces vieilles maisons de famille, avait-elle soupiré devant un café dans ma cuisine, en regardant la tache d'eau sur notre plafond. Parfois, je me demande si on ne devrait pas simplement la vendre. Mais tous ces souvenirs de Henri grandissant là-bas. J'avais regardé le visage de Henri, l'avais vu s'effondrer à l'idée de perdre ses étés d'enfance, et je m'étais entendu offrir d'aider, juste un peu, juste temporairement. Peut-être qu'on pourrait couvrir les impôts cette année, avais-je dit. Jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Nancy m'avait alors serré dans ses bras, les larmes aux yeux, m'appelant « la fille qu'elle n'avait jamais eue ». Le chèque a commencé à 500 $, puis est passé à 1000 $, puis est devenu d'une manière ou d'une autre 2800 $ chaque mois sans aucune discussion. Henri gérait tout, m'assurant que ses parents se remettaient sur pied et nous rembourseraient un jour. Il y a 3 semaines, Nancy s'était présentée à notre appartement avec sa fameuse tarte aux pommes, celle avec la croûte en treillis qui prenait des heures à faire. Elle ne faisait cette tarte que lorsqu'elle voulait quelque chose d'important. Je l'avais servie dans nos assiettes dépareillées pendant qu'elle parlait du quai qui avait besoin de réparation, de sa gratitude pour notre aide, de la façon dont elle se vantait auprès de ses amis de l'église de sa généreuse belle-fille. Peu de filles de ton âge comprennent la loyauté familiale, avait-elle dit, en me tapotant la main de ses doigts manucurés. Sa bague de mariage, améliorée l'année dernière pour un diamant de 2 carats pour leur 30e anniversaire, captait la lumière. Je portais le même éclat d'un quart de carat avec lequel Henri m'avait fait sa demande, me disant que la taille n'avait pas d'importance. La conversation qui a tout changé avait eu lieu à notre table de cuisine bancale, celle que nous avions récupérée sur un trottoir il y a 5 ans et peinte en blanc pour cacher les rayures. Henri s'était assis en face de moi, jouant avec son alliance, incapable de croiser mon regard. Le voyage au lac est annulé cette année, avait-il dit, sa voix portant le poids d'une fausse déception. L'argent est tout simplement trop juste, Lorraine. Peut-être l'été prochain. J'avais tendu la main sur la table et lui avait serré la sienne, sentant les callosités de ses clubs de golf, le set coûteux que son père lui avait offert pour son anniversaire, qu'il utilisait chaque week-end pour réseauter pour son entreprise de conseil qui ne semblait jamais décrocher de vrais clients. Nous sommes là-dedans ensemble, avais-je dit, calculant déjà quelle garde de week-end je pourrais prendre. Je prendrai quelques heures supplémentaires. Nous allons nous en sortir. Il avait alors souri, ce sourire de garçon qui m'avait fait tomber amoureuse de lui à l'université, quand nous étions tous les deux des étudiants fauchés survivants avec des nouilles instantanées et des rêves. C'est ça, chérie, merci de comprendre. Maman et papa seront déçus, mais ils comprendront. J'avais imaginé le visage de Nancy, sa tristesse de ne pas avoir la réunion de famille annuelle.
La culpabilité m'avait tordu l'estomac alors que je me connectais au système de l'hôpital et m'inscrivais pour les gardes du week-end que j'avais précédemment refusées. Des journées de 12 heures le samedi et le dimanche, payées avec une majoration de 50% qui aiderait à couvrir nos dépenses pendant que la famille de Henri luttait. Ce vendredi matin avant mes gardes du week-end, Henri avait été inhabituellement affectueux. Il m'avait fait du café, le bon, celui de la boutique spécialisée, pas notre marque habituelle de supermarché, et m'avait regardé me préparer pour le travail. Quand j'avais attrapé mon sac, lourd des barres de protéines et des nouilles instantanées qui seraient mes repas pour les 48 prochaines heures, il m'avait attiré près de lui. Ses mains s'étaient attardées sur mes épaules, ses pouces frottant de petits cercles à travers ma blouse. « Lorraine » avait-il dit, et quelque chose dans sa voix m'avait fait lever les yeux. Ses yeux étaient brillants, presque fiévreux. « Merci de comprendre, d'être si solidaire. Je sais que ce n'est pas facile. Nous sommes mariés, avais-je dit simplement. Ta famille est ma famille. » Il m'avait embrassé alors, plus longtemps que notre habituel au revoir du matin, ses mains s'en mêlant dans mes cheveux. Quand il s'était reculé, il y avait quelque chose dans son expression que je ne pouvais pas lire. De la culpabilité, peut-être, ou du chagrin, ou juste le stress de la pression financière. « Je t'aime » avait-il murmuré contre mon front. « Je t'aime aussi » avais-je répondu, calculant déjà si je pouvais prendre un café à la cafétéria de l'hôpital ou si je devais économiser les 4 $. Maintenant, debout dans l'unité de soins intensifs avec mon téléphone éteint dans ma poche, je comprenais cette expression. Ce n'était ni du stress, ni de l'amour, ni même de la culpabilité. C'était un adieu. Il disait adieu à la femme qu'il s'apprêtait à trahir, à la confiance qu'il allait briser, à la version de moi qui aurait tout fait pour sa famille. Le moment dans la réserve se rejouait en boucle alors que je vaquais à mes tâches de service. Il y a 2 heures, tout avait un sens. Il y a 2 heures, j'étais épuisé mais fier, travaillant en plus pour soutenir ma famille en difficulté. Maintenant, je voyais tout différemment, chaque paiement transféré, chaque sacrifice, chaque garde de week-end pendant qu'ils se réunissaient au lac sans moi. 2800 $ par mois pendant 3 ans. Les couloirs de l'unité de soins intensifs s'étendaient devant moi alors que je terminais le reste de mon service. Cet échange de textos, brûlant dans ma poche comme un charbon ardent pendant des heures, me semblait soudain en durer 40. Chaque patient que je touchais, chaque perfusion que je posais, chaque dossier que je mettais à jour, tout se passait dans un brouillard d'incrédulité. Mon corps bougeait en pilote automatique, la mémoire musculaire me guidant à travers les procédures pendant que mon esprit était en ébullition. Le samedi matin est arrivé trop vite. 5 heures de sommeil agité sur notre matelas bosselé, seul dans notre lit, avant que mon réveil ne me ramène à la conscience. Henri n'était pas rentré à la maison. Ou peut-être n'était-il pas reparti. Son oreiller était resté intact, portant encore l'empreinte de jeudi soir. J'ai enfilé une blouse propre, attrapé mon sac de travail et suis retourné à Sainte-Marie pour mes gardes du week-end. La salle de traumatologie a explosé 20 minutes après le début du service du samedi. Les radios des ambulances crépitaient de rapports entrants, collision de plusieurs véhicules sur l'Interstate 75. Au moins 6 voitures impliquées. Plusieurs cas critiques en approche. Nous avions 3 minutes pour nous préparer avant que le chaos n'arrive. Le premier brancard a fait irruption par les portes automatiques. Un adolescent, peut-être 16 ans, inconscient et saignant d'une blessure à la tête. J'ai attrapé la barre latérale du chariot, aidant à le pousser dans la salle de traumatologie 3, pendant que le secouriste débitait les signes vitaux. Derrière nous, d'autres sirènes hurlaient leur approche. « Lorraine, j'ai besoin de toi ici », a crié le docteur Martinez, déjà en blouse et prêt. Ses mains se déplaçaient avec une précision exercée alors que nous travaillions à stabiliser le garçon. Le sang a traversé mes gants en quelques minutes, tachant le latex bleu d'un rouge sombre. Les cris de la mère résonnaient depuis le couloir. Quelqu'un lui avait dit dans quelle salle se trouvait son fils, mais le protocole la maintenait à l'extérieur pendant que nous travaillions. Pendant les 6 heures suivantes, je n'ai pas pensé une seule fois à Henri. La crise a une façon de réduire votre concentration au présent immédiat, insérez ceci. Vérifiez ses signes vitaux. Réconfortez ce membre de la famille. Passez au patient suivant. L'adolescent a survécu, de justesse. Sa mère s'est effondrée contre moi quand nous l'avons finalement laissé entrer, ses larmes imprégnant ma blouse alors qu'elle me remerciait encore et encore. Je l'ai tenu fermement, murmurant que son fils était fort, qu'il s'en sortirait, tandis que mon propre monde s'effondrait tranquillement dans ma poitrine.
Quand j'ai enfin eu une pause, il était plus de 19 heures. La cafétéria avait déjà fermé, me laissant avec les options du distributeur automatique. J'ai acheté un sandwich rassis et un café faible, emportant les deux dans la salle de repos du personnel. Mes pieds me lançaient à l'intérieur de mes chaussettes de compression. 12 heures de fête, 12 autres à venir demain. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier les messages. Rien de Henri, mais la notification de la story Instagram de Mélissa était là, publiée il y a 4 heures. Contre mon meilleur jugement, j'ai cliqué dessus. La vidéo s'est chargée lentement sur le Wi-Fi défaillant de l'hôpital. D'abord le lac au coucher du soleil, la lumière dorée dansant sur l'eau. La caméra de Mélissa a balayé la scène avec un enthousiasme d'amateur. Week-end familial parfait, a gazouillé sa voix dans mes écouteurs. Tellement béni d'avoir tout le monde ensemble. Des coupes de champagne sont apparues dans le cadre, plusieurs mains les levant pour un toast. La caméra s'est déplacée pour montrer la table dressée à l'extérieur, des guirlandes lumineuses scintillant au-dessus, une table gémissant sous le poids de la nourriture. Un jambon glacé trônait au centre, entouré d'épis de maïs, de salades de pommes de terre, de salades de choux et de ce qui ressemblait au fameux coblé aux pêches de Nancy. Puis la caméra a balayé les gens. Nancy dans une nouvelle robe d'été, la couleur corail complimentant ses cheveux blonds fraîchement teints. Robert s'occupant du grill avec une spatule dans une main et une bière dans l'autre. Jake avec une femme que je n'avais jamais vue, probablement la petite amie avec qui il sortait depuis 8 mois mais qui était trop timide pour me rencontrer. Brian, le colocataire d'université de Henri, qui avait conduit 3 heures pour ce voyage annulé. Et là, juste pendant 2 secondes dans le coin du cadre, Henri, mon mari, a levé sa bière vers la caméra, son alliance scintillant dans la lumière mourante du soleil. Il portait la chemise Tommy Bahama que je lui avais achetée pour Noël l'année dernière, celle qu'il disait être trop belle pour être portée tous les jours. Son visage affichait l'expression détendue d'un homme sans souci, sans culpabilité, sans une femme qui s'épuisait au travail à 40 minutes de là. Je l'ai regardé encore, puis encore, 17 fois j'ai joué cette vidéo dans la salle de repos éclairée au néon. Chaque visionnage révélait de nouveaux détails qui coupaient plus profondément. La bière artisanale dans la main de Henri, une Stone Brewing IPA, $15 le pack de 6. Nous avions arrêté d'en acheter il y a des mois à cause de notre budget. La robe d'été de Nancy avait encore l'étiquette de Nordstrom rentrée dans le dos, visible quand elle s'est retournée pour embrasser quelqu'un. Les couverts de table étaient la bonne porcelaine, celle qu'elle prétendait être, trop délicate pour être utilisée régulièrement. La petite amie de Jake portait un bracelet de tennis qui captait la lumière. Brian avait apporté ce qui ressemblait à une bouteille de vin cher. Même les épis de maïs avaient ces supports fantaisistes en forme de mini-épis que Nancy avait acheté l'été dernier chez Williams-Sonoma. Mon café est devenu froid pendant que j'étudiais chaque image. Ce n'était pas une réunion décontractée de dernière minute. C'était planifié, coordonné. Le jambon seul aurait pris des heures à préparer. Le rendez-vous chez le coiffeur de Nancy devait être prévu des semaines à l'avance. Les guirlandes lumineuses étaient neuves, de qualité professionnelle, pas les bons marchés de Target. Ils avaient tous su. Chaque personne dans cette vidéo avait su qu'il venait à ce voyage annulé, pendant que je m'inscrivais pour des heures supplémentaires. Mes mains tremblaient alors que je fermais Instagram et ouvrais notre application bancaire à la place. Je devais le revoir pour comprendre toute l'étendue. Ils étaient là, 36 mois de transfert. $2800 le premier de chaque mois. Certains intitulés « Soutien familial », d'autres « Aide impôt foncier », quelques-uns marqués « Fonds d'urgence ». 108 cents au total. J'ai fait le calcul différemment cette fois. Cet argent aurait pu rembourser mes prêts étudiants. Aurait pu nous acheter une voiture fiable. Aurait pu financer nos propres vacances, des vraies où les 2 conjoints étaient invités. Aurait pu remplacer notre linoléum qui s'écaillait. Réparer notre table bancale. Acheter des meubles qui ne provenaient pas des trottoirs et des ventes de garage. Le service du dimanche a commencé à 7 heures pile. J'avais réussi à dormir 3 heures d'un sommeil agité dans une salle de garde, ne voulant pas rentrer chez moi juste pour revenir. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain montrait la vérité, des yeux creux, une peau pâle, l'apparence de quelqu'un fonctionnant sur les réserves et la trahison. La journée s'est fondue en un flou, plus de patients, plus d'urgence, plus de familles à réconforter pendant que la mienne s'effondrait. Le docteur Martinez m'a prise à part vers midi, l'inquiétude plissant son front. « Ça va, Mitchell ? Tu sembles ailleurs aujourd'hui. » Juste fatigué, ai-je réussi à dire,
utilisant mon nom de jeune fille par habitude. Il me connaissait depuis avant Henri, à l'époque où j'étais Lauren Mitchell, une étudiante en soins infirmiers aux yeux brillants. Les gardes du week-end me rattrapent. Il m'a étudié un instant de plus, puis a hoché la tête. Prends une vraie pause. Ordre du docteur. Au moins 30 minutes. Pas de téléphone, pas de dossier. Repose-toi juste. Je me suis retrouvé de nouveau dans la salle de repos à 18h ce soir-là. La même chaise, la même vue sur le parking. Cette fois, quand j'ai ouvert Instagram, il y avait de nouvelles publications. Mélissa avait maintenant téléchargé de vraies photos, des clichés haute résolution de leur « week-end familial parfait ». Les photos que Mélissa avait publiées étaient artistiques, filtrées à la perfection. L'une montrait toute la famille alignée près du quai, les bras les uns autour des autres avec le lac scintillant derrière eux. Henri se tenait entre ses parents, son sourire large et sincère. L'horodatage indiquait, samedi 14h47, heure à laquelle je tenais la mère de cet adolescent dans la salle de traumatologie. J'ai fermé Instagram et suis rentré chez moi à travers les rues vides du dimanche. 23h, et la ville semblait abandonnée. Ma Honda de 8 ans haltait au feu rouge, le témoin de contrôle du moteur clignotant son avertissement familier. Nous ne pouvions pas nous permettre de la réparer, ou du moins c'est ce qu'on m'avait dit. La radio jouait une ballade sur la confiance et l'amour, et je l'ai éteinte, préférant le silence. Quand je suis arrivé dans notre complexe d'appartements, la voiture de Henri n'était pas à sa place habituelle. Bien sûr que non. Il était probablement encore au lac, cuvant son week-end de rapprochement familial. J'ai monté les 2 étages jusqu'à notre logement, les jambes lourdes de fatigue. L'appartement était sombre, intact depuis vendredi matin. Sa tasse de café était encore près de l'évier, non lavée. Le lit restait fait avec une précision militaire, comme je le laissais toujours. Je me suis assise sur notre canapé de seconde main dans l'obscurité, toujours en blouse, trop fatiguée pour prendre une douche, mais trop nerveuse pour dormir. Le week-end a défilé dans mon esprit par fragments, la salle de traumatologie, les larmes de la mère, la vidéo de Mélissa, ses 36 mois de paiement. Mon téléphone ne montrait aucun message de Henri, pas même un « Comment se passe ton service ?» ou « Conduis prudemment ». Rien. Le lundi matin est arrivé avec une précision chirurgicale. 7h du matin. J'ai entendu sa clé dans la serrure. J'étais à la table de la cuisine en train de prendre ma première tasse de café quand Henri est entré, portant un sac en papier de la boulangerie chère du centre-ville et un porte-gobelet avec 2 cafés. « Salut, chérie. » Sa voix était vive, joyeuse. Son visage portait un léger bronzage, le genre que l'on obtient après un week-end au bord de l'eau. « J'ai apporté le petit déjeuner. J'ai pensé que tu pourrais avoir faim après tes gardes. » Il a tout posé sur la table avec l'aisance décontractée de quelqu'un sans secret. Des bagels frais, du fromage à la crème, même du saumon fumé. Probablement pour $30 de petit déjeuner pour notre ménage au budget serré. Il a fait glisser un café vers moi, puis s'est penché pour m'embrasser sur la joue. Je n'ai pas reculé, mais je ne me suis pas non plus penché vers lui. « Comment s'est passé ton week-end » a-t-il demandé, s'installant dans sa chaise avec une normalité étudiée. Les gardes ont été brutales. J'ai étudié son visage comme j'évaluerais un patient, cherchant des signes révélateurs, des symptômes de culpabilité ou de tromperie. Mais Henri était un acteur doué. Ses yeux bruns maintenaient un contact constant. Son sourire restait facile. Ses mains ne gigotaient pas. Juste un mari demandant des nouvelles du week-end de travail de sa femme. « Oui » ai-je dit, en prenant une gorgée de café. Il était parfait. Lait d'avoine, dose supplémentaire. Exactement comme je l'aime. Week-end difficile. Je suis désolé que tu aies dû travailler, a-t-il dit en étalant du fromage à la crème sur son bagel. J'ai surtout rattrapé mon retard sur les rapports. J'ai un peu travaillé sur le balcon. J'ai même pris un peu de soleil, en fait, a-t-il ajouté en désignant son visage d'un rire autodérisoire. J'ai oublié la crème solaire comme un idiot. Le balcon. Notre minuscule balcon qui contenait à peine une chaise où le soleil de l'après-midi frappait pendant peut-être 1 heure si on avait de la chance. J'ai hoché la tête, le regardant mordre dans son bagel. Des graines de sésame s'éparpillant sur la table. Ta mère a envoyé un texto, ai-je menti doucement. Elle a dit qu'elle avait besoin du paiement aujourd'hui. Henri n'a pas sourcillé. Oh, c'est vrai. Oui, déjà le premier. Le temps passe vite.
Je m'occuperai du virement après ma douche. Il s'est levé en s'étirant comme un chat au soleil. Mon Dieu, j'ai mal partout. J'ai du mal dormir. Où passer le week-end à faire du ski nautique, ai-je pensé, mais je n'ai rien dit. Il s'est dirigé vers la salle de bain, enlevant déjà sa chemise. Je l'ai entendu ouvrir l'eau. Puis son chant faux a commencé, une chanson pop de la radio. Il ne chantait sous la douche que lorsqu'il était complètement détendu, quand la vie était belle, quand il n'avait aucun souci qui le pesait. J'ai ouvert notre ordinateur portable et me suis connecté à notre compte bancaire joint. L'historique s'est chargé lentement, 3 ans de transactions apparaissant ligne par ligne. J'avais déjà vérifié, mais jamais avec ce niveau d'attention. Jamais avec la connaissance que chaque paiement avait été un mensonge. De janvier à décembre, pendant 3 ans. $2800 le premier de chaque mois. Certains mois intitulés « Hypothèque de maman », d'autres « Aide impôt foncier », quelques-uns « Dépenses médicales » et plusieurs simplement « Soutien familial ». J'ai fait des captures d'écran de tout, documentant méthodiquement chaque virement. Mon téléphone est devenu un dossier de preuves, organisé par date et montant. La douche s'est arrêtée. Henri sortirait dans 5 minutes. Il était d'une prévisibilité sans faille. J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur et créé un compte de stockage en nuages séparé sous mon nom de jeune fille, téléchargeant tout. Le dossier était simplement intitulé « Vérité ». Au moment où Henri est sorti, les cheveux humides et sentant son shampoing cher, j'étais de retour à siroter mon café et à faire défiler mon téléphone comme si de rien n'était. « Je vais au bureau », a-t-il annoncé, attrapant son sac en bandoulière. Réunion client à 9h. Quel client ? Ai-je eu envie de demander, l'entreprise de conseil qui ne semblait jamais générer de revenus réels, mais j'ai juste hoché la tête, jouant la femme solidaire une dernière fois. Le mardi s'est passé dans une étrange normalité. Le mercredi, Henri a agi comme si de rien n'était, et j'ai égalé sa performance. Nous avons dîné ensemble, regardé la télévision, discuté de choses banales comme les listes de courses et la question de renouveler notre abonnement Netflix. Il a mentionné que ses parents allaient mieux financièrement, qu'ils n'auraient peut-être plus besoin de notre aide très longtemps. J'ai fait des bruits de soutien appropriés tout en calculant combien de ma vie j'avais gaspillé à croire ces mensonges. Le jeudi a tout changé. J'étais en train de déjeuner à la cafétéria de l'hôpital, picorant une triste salade parce que la bonne nourriture était trop chère pour quelqu'un qui finançait le style de vie de ses beaux-parents. Mon téléphone a vibré avec un texto de Henri. Chérie, j'ai besoin de $2800 aujourd'hui. L'hypothèque de maman est due. Urgent. Peux-tu faire le virement ? J'ai fixé ce message pendant qu'autour de moi l'hôpital bourdonnait de son chaos contrôlé habituel. Au loin, une alarme bipait. La perfusion de quelqu'un était terminée. Un médecin était appelé au haut-parleur. Des urgences normales, des vraies, pas les crises financières fabriquées de la famille Hartley. Mes pouces se sont déplacés sur le clavier avec la même précision que j'utilisais pour noter les médicaments. 5 mots, demande à ta famille. Le téléphone a sonné en quelques secondes. Le nom de Henri a clignoté sur l'écran, et je pouvais presque sentir sa panique à travers la connexion numérique. Je me suis levé, laissant ma salade à moitié mangée, et me suis dirigé rapidement vers la réserve au bout du couloir. C'était le seul espace privé que je pouvais trouver à la dernière minute. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sa voix avait perdu toute sa confiance décontractée, plus aiguë avec le stress. J'ai fermé la porte derrière moi, entouré de boîtes de gaz et de l'odeur âcre d'antiseptique. Ça veut dire que j'ai vu la vidéo de Mélissa de votre voyage familial annulé. Celui au lac. Celui où tout le monde a pu venir cette année. Le silence qui a suivi était complet, comme la pause entre les battements de cœur sur un moniteur. Ce moment où vous n'êtes pas sûr que le prochain battement viendra. Lorraine, tu ne comprends pas, la voix de Henri crépitait au téléphone, la panique montant à chaque mot. Je comprends parfaitement, ai-je dit, le coupant. J'ai financé ta famille pendant 3 ans tout en étant exclu. Je comprends que je suis assez bonne pour payer l'hypothèque de ta mère, mais pas assez bonne pour dîner avec vous tous au lac. Ce n'était pas comme ça. Alors c'était comment, Henri ? Explique-moi comment ce n'était pas exactement ce que ça semble être. Sa respiration était saccadée au téléphone. Autour de moi, la réserve semblait plus petite, les murs de boîte se refermant. Une infirmière a frappé à la porte. Elle avait besoin de fournitures. Je devais mettre fin à ça. Lorraine,
S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer quand tu rentreras à la maison. S'il te plaît. Je dois y aller, ai-je dit. J'ai de vraies urgences à gérer, pas du genre fabriqué. J'ai raccroché et j'ai donné à l'infirmière la gaz dont elle avait besoin. Puis je suis retourné à mon service avec mon téléphone en mode silencieux. Encore 6 heures. 6 heures de plus de vrais problèmes, de vraies douleurs, de vraies guérisons, pas la performance théâtrale qui m'attendait à la maison. Quand j'ai franchi la porte de notre appartement à 20 heures ce soir-là, j'ai cru que je m'étais trompé d'unité. Des bougies couvraient toutes les surfaces, la table basse, la bibliothèque, même les rebords de fenêtres. Les lumières du plafond étaient éteintes, baignant tout dans une lueur dorée et vacillante. La table à manger sur laquelle nous mangions habituellement à emporter était dressée avec notre porcelaine de mariage, celle que nous avions reçue de la tante de Henri et qui vivait dans une boîte au-dessus du réfrigérateur. L'odeur m'a frappé ensuite, ail, basilic, quelque chose de riche et de tomates. Henri est sorti de la cuisine portant la chemise bordeaux que je lui avais achetée à Noël dernier, celle qu'il disait être trop belle pour être portée tous les jours. Dans ses mains, une bouteille de vin. Pas le genre à 8 $ du supermarché, le genre à 30 $ pour les anniversaires. Lorraine, a-t-il dit, la voix douce, prudente. J'ai fait le dîner. Ton plat préféré, fait maison. Pasta arrabbiata. Il l'avait fait exactement 3 fois en 7 ans de vie commune, une fois quand il m'a demandé en mariage, une fois après une grosse dispute à propos du premier prêt de sa mère, et maintenant. La manipulation était si transparente que j'ai failli rire. Assieds-toi, a-t-il dit en tirant ma chaise. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Je me suis assise, non pas parce que je voulais entendre son explication, mais parce que mes pieds me faisaient mal et que j'étais curieuse de voir jusqu'où il pousserait cette performance. Il a versé le vin avec des mains tremblantes, puis a servi les pâtes avec la concentration d'un chef dans une émission de cuisine. Tout le monde se sent terriblement mal, a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. La lueur des bougies faisait danser des ombres sur son visage. Maman a pleuré toute la journée. Elle n'a jamais voulu te faire de mal. J'ai poussé un penne dans mon assiette. La sauce était parfaite. Juste la bonne quantité d'épices. Quel gaspillage d'efforts. Ta mère a pleuré, ai-je répété lentement. La femme qui vient d'encaisser mon paiement mensuel de 2800 $ est en train de pleurer? Elle ne savait pas. Je ne t'avais pas parlé du voyage. Elle a supposé. Elle a supposé quoi? Que je travaillais parce que c'est ce que je fais toujours? Travailler pendant que vous vous amusez tous? Henri a tendu la main sur la table pour prendre la mienne. Je l'ai retirée, la posant sur mes genoux. Nous pensions que ce serait plus facile, a-t-il dit. Tu détestes les grands rassemblements. Tu dis toujours à quel point ils sont épuisants après tes gardes. Je dis que beaucoup de choses sont épuisantes, Henri. Ça ne veut pas dire que je veux en être exclu tout en continuant à les payer. Il ne s'agissait pas de l'argent. Il s'agit toujours de l'argent. J'ai pris une gorgée de vin. Du bon vin. Probablement débité sur la carte de crédit que je devrais payer. Ta famille m'a pris 100 000 $, à nous. Pendant que je portais des blouses trouées et que je conduisais une voiture qui démarre à peine. C'est une exagération. J'ai les relevés bancaires. Chaque virement. 3 ans. Tu veux les voir? Son visage a changé alors. Le masque du mari attentionné glissant juste assez pour montrer autre chose en dessous. De la peur, peut-être, ou du calcul. Ce sont mes parents, Lorraine. La famille est de la famille. Apparemment, je ne suis pas de la famille. Le silence s'est étiré entre nous, rompu seulement par le sifflement d'une flamme de bougie touchant la cire fondue. La mâchoire de Henri travaillait comme s'il mâchait des mots, essayant de trouver les bons. Maman veut te parler, a-t-il dit finalement. Pour expliquer. Elle se sent horriblement mal à propos du malentendu. Le malentendu? Comme si c'était une simple erreur de communication sur des plans de dîner plutôt qu'une exploitation financière systématique et une exclusion émotionnelle. Elle peut m'appeler elle-même, ai-je dit en me levant. Mais j'ai fini d'envoyer de l'argent, et j'ai fini avec cette conversation. Je l'ai laissé assis là avec ses bougies, ses pâtes et ses remords calculés. Le vendredi matin, l'appel de Nancy est arrivé pendant que je m'habillais pour mon service. Son nom sur l'écran de mon téléphone m'a retourné l'estomac, mais j'ai répondu quand même, la mettant sur haut-parleur pendant que j'enfilais ma blouse.
Lorraine, ma chérie. Sa voix dégoulinait de cette douceur du sud qu'elle pouvait activer comme un robinet. Tout ça est devenu complètement hors de contrôle. Vraiment? J'ai gardé ma voix neutre, clinique. Nous pensions que tu travaillais, ma chère. Henri a dit que tu avais pris des gardes supplémentaires. Nous ne voulions pas que tu te sentes mal de manquer le temps en famille. J'ai lacé mes chaussures lentement, laissant ces mots flotter dans l'air. Donc, au lieu de m'inviter et de me laisser décider, vous m'avez menti. C'était l'option la plus gentille. Nous n'avons pas menti. Henri m'a dit que le voyage était annulé. Était-ce vrai, Nancy? Silence. Un silence magnifique. Accablant. L'argent que tu envoies, ce n'est pas à propos de ça, a-t-elle recommencé. Nous sommes reconnaissants, bien sûr, mais la famille, c'est plus que de l'argent. Je suis d'accord, ai-je dit en me levant et en vérifiant mon reflet. C'est pourquoi je suis confuse d'être exclue des événements familiaux que je finance. Lorraine, s'il te plaît. La maison, l'hypothèque. Nous pourrions tout perdre. Peut-être que vous devriez vendre un des bateaux, ai-je suggéré, ma voix aussi douce que la sienne. Ou demander aux membres de la famille qui ont été réellement invités à vos rassemblements. La vraie famille. Tu ne penses pas ce que tu dis. Si. Les virements s'arrêtent maintenant. Si vous avez besoin d'aide, demandez à votre famille. Ce sur toutes ces photos. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. En 3 heures, l'assaut a commencé sur les réseaux sociaux. Mélissa, la sœur de Henri, qui avait posté les vidéos, a commencé avec des citations subtiles dans ses stories Instagram, « La famille, ce n'est pas le sang. C'est qui est prêt à te tenir la main quand tu en as le plus besoin. » Puis, certaines personnes ne comprendront jamais le sacrifice. À l'heure du déjeuner, elle était passée à la vitesse supérieure. Une photo de la maison du lac est apparue avec une légende plus longue, cet endroit contient chaque souvenir d'enfance, chaque célébration familiale, chaque moment qui a compté. Certaines choses valent la peine de se battre. La vraie famille comprend ça. D'autres ne voient que des signes de dollars. Les commentaires sous la publication de Mélissa étaient virulents. Des cousins que je n'avais jamais rencontrés m'ont traité de sans cœur. Des tantes qui ne m'avaient jamais invité à quoi que ce soit m'ont qualifié d'égoïste. Une certaine Barbara, que je pense être une amie de l'église de Nancy, a écrit un long paragraphe sur les jeunes d'aujourd'hui qui ne comprennent pas les valeurs familiales. J'ai fait des captures d'écran de tout avant que Mélissa ne me bloque complètement, ajoutant tout cela à ma collection croissante de preuves. Ce week-end-là, les textos de Jake à Henri ont commencé à apparaître. Henri a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine samedi matin pendant qu'il prenait sa douche, par négligence ou peut-être intentionnellement. L'écran s'est allumé avec message après message de son jeune frère. Ta femme est en train de tout détruire. Maman n'arrête pas de pleurer. Papa dit que tu as fait ton choix et maintenant regarde ce qui est arrivé. Peut-être que tu t'es trompé, mon frère. J'ai photographié chacun d'eux avec mon téléphone, les mains stables, des preuves, de la documentation. La preuve de ce qu'était réellement cette famille quand l'argent a cessé de couler. Henri est sorti de la salle de bain, m'a vu près de son téléphone et l'a rapidement attrapé. Jake est contrarié, a-t-il dit, comme si cela expliquait tout. Jake est au chômage depuis 2 ans, ai-je répondu. Peut-être qu'il devrait être contrarié par ça à la place. Le lundi matin est arrivé avec une décision que j'avais mûrie tout le week-end. Pendant ma pause déjeuner, j'ai traversé la ville pour me rendre à une coopérative de crédit que j'avais recherchée en ligne, différente de notre banque habituelle. Aucune connexion à des comptes auxquels Henri pourrait accéder. La femme qui m'a aidé avait des yeux bruns chaleureux et des mèches argentées dans les cheveux. Sa plaque nominative indiquait Patricia. Je dois ouvrir un compte courant, ai-je dit, juste à mon nom. Patricia n'a pas demandé pourquoi une femme mariée avait besoin de son propre compte. Peut-être qu'elle a vu quelque chose sur mon visage, ou peut-être qu'elle avait aidé d'autres femmes dans ma situation. Elle a tout traité efficacement, professionnellement, sans jugement. Allez-vous faire un dépôt aujourd'hui, a-t-elle demandé. Je lui ai tendu mon chèque d'heures supplémentaires, $800 des gardes du week-end au lac. L'ironie ne m'a pas échappé. L'argent que j'avais gagné pendant qu'il prenait des vacances était le premier dépôt dans mon fonds de liberté. La carte de débit que Patricia m'a remise était en plastique bleu uni, rien de spécial. Mais la tenir, c'était comme tenir une clé pour une porte que j'avais oublié existait.
Je l'ai glissé dans une poche que Henri ne vérifiait jamais, derrière ma carte d'identité de l'hôpital. Ce soir-là, je me suis assise à notre table de cuisine avec mon ordinateur portable pendant que Henri regardait la télévision dans le salon. Je me suis connecté au système des ressources humaines de l'hôpital et j'ai changé mes informations de dépôt direct. À partir de la prochaine période de paie, mes revenus iraient sur mon compte. Le mien seul. Henri a jeté un coup d'œil pendant une publicité. Sur quoi tu travailles? Juste une mise à jour de trucs de travail, ai-je dit. Il a hoché la tête et est retourné à son émission, ignorant que je venais de couper le cordon financier qui m'avait lié à la manipulation de sa famille. Le mercredi, j'ai utilisé ma pause déjeuner différemment. Au lieu de manger à la cafétéria, je me suis rendu dans un petit immeuble de bureaux à 3 pâtés de maison de l'hôpital. Le cabinet du docteur Sarah Chen était au 2e étage, un espace calme avec des murs crème et une vue sur un petit jardin. Le docteur Chen était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, peut-être au début de la quarantaine, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes élégantes. Son bureau semblait sûr, des fauteuils moelleux, un éclairage chaleureux, des mouchoirs stratégiquement placés sur toutes les surfaces. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Lorraine ?» a-t-elle demandé après que je me sois installé dans le fauteuil étonnamment confortable en face d'elle. Les mots sont sortis d'un seul coup, 3 ans de paiement, les vacances exclues, les mensonges, la manipulation psychologique, la famille de Henri me traitant comme un distributeur automatique de billets. Quand j'ai fini, j'avais utilisé la moitié de la boîte de mouchoirs, et ma poitrine se sentait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Le docteur Chen a écouté sans interrompre, hochant parfois la tête ou prenant une petite note. Quand j'ai finalement manqué de mots, elle s'est légèrement penchée en avant. « Lorraine, ce que vous décrivez est de l'abus financier, a-t-elle dit doucement. C'est réel. C'est valide. Et ce n'est pas de votre faute. Je me sens si stupide, ai-je admis. Comment n'ai-je pas vu ça? Parce que ça a commencé petit. Parce que vous l'aimiez. Parce qu'ils ont fait attention à vous faire sentir que vous aidiez, pas que vous étiez utilisé. L'abus financier est insidieux précisément parce qu'il se déguise en amour et en obligation familiale. Et les vacances, vous exclure tout en prenant votre argent, c'est de l'abus émotionnel. Ils vous ont isolé des événements familiaux tout en acceptant votre soutien financier. Ils vous ont fait sentir comme une étrangère tout en profitant de votre inclusion. La validation m'a frappé comme une vague. Quelqu'un d'autre le voyait. Quelqu'un de professionnel, de formé, d'objectif, voyait exactement ce qu'il m'avait fait. J'ai commencé à séparer mes finances, lui ai-je dit. J'ai ouvert mon propre compte. C'est un pas énorme, a dit le docteur Chen. Comment vous sentez-vous? Terrifié, ai-je admis. Et libre. Nous avons parlé pendant toute l'heure, et quand je suis parti, j'avais pris des rendez-vous pour le mois suivant. Les $2800 que j'avais économisés en ne les envoyant pas à Nancy couvriraient la thérapie pendant un bon moment. Le jeudi et le vendredi, j'ai passé mes pauses au travail sur mon téléphone, à faire défiler les annonces d'appartements. Tout ce qui était près de l'hôpital était soit trop cher, soit trop louche. Mais le vendredi après-midi, je l'ai trouvé, un appartement d'une chambre dans un immeuble qui était autrefois une école catholique, converti en appartement. Propre, sûr, et à seulement 10 minutes du travail. J'ai appelé immédiatement. La propriétaire, Madame Patterson, avait une voix qui me rappelait celle de ma grand-mère. « Pouvez-vous passer demain matin ?» a-t-elle demandé. Disons 10 heures. Samedi, j'ai dit à Henri que je prenais une garde supplémentaire. Au lieu de cela, je me suis rendu à l'immeuble de l'école convertie. Madame Patterson attendait dehors, une femme dans la soixantaine avec des cheveux argentés et des yeux avisés. « Vous êtes l'infirmière de Sainte-Marie ?» a-t-elle demandé. « Oui, madame. » Elle m'a conduite au premier étage jusqu'à une unité de coin. Quand elle a ouvert la porte, la lumière du soleil du matin a inondé la pièce à travers des fenêtres qui s'ouvraient réellement. Les sols étaient en bois franc d'origine, rayés mais propres. La cuisine était petite mais avait une cuisinière à gaz. La salle de bain avait une baignoire sur pied. « J'étais infirmière aussi », a dit Madame Patterson en me regardant tout observer. « J'ai pris ma retraite il y a 5 ans. Je connais ce regard, celui qui dit que vous avez besoin d'un nouveau départ. Est-ce si évident? Seulement pour quelqu'un qui est passé par là. » Elle m'a tendu le formulaire de demande de location. « Prenez votre temps. Si vous en avez besoin aujourd'hui, il est à vous. »
J'ai rempli le formulaire en utilisant mon nom de jeune fille, Lauren Mitchell. J'avais l'impression d'écrire mon vrai nom pour la première fois depuis des années. Quand puis-je emménager, ai-je demandé en lui remettant les formulaires remplis et le chèque de caution de mon nouveau compte. Quand vous serez prête, a-t-elle dit en me donnant les clés. Parfois, le meilleur moment pour recommencer est maintenant. Ce soir-là, c'était la partie de poker mensuelle de Henry avec Jake et leurs amis. Il est parti à 19 h, m'embrassant distraitement sur la joue, déjà en train d'envoyer des textos au groupe sur les préférences de bière. Au moment où sa voiture s'est éloignée, j'ai commencé. J'ai parcouru l'appartement méthodiquement, ne prenant que ce qui était à moi avant le mariage, ce qui était absolument essentiel. Mes manuels d'infirmière, la cafetière que je m'étais achetée, des vêtements qui m'allaient encore, la boîte à bijoux de ma grand-mère. Chaque article est allé dans des boîtes que j'avais récupérées au quai de chargement de l'hôpital. La porcelaine de mariage est restée. Les photos sont restées. Ces tant de choses de couple accumulées sont restées. Sur la table de la cuisine, j'ai disposé les relevés bancaires imprimés par ordre chronologique, 36 mois de preuve. À côté d'eux, j'ai placé mon alliance, le minuscule diamant captant la lumière du plafond une dernière fois. Puis, la note écrite de ma main la plus ferme, j'ai retiré mon financement et moi-même de cet arrangement. Votre famille peut vous soutenir maintenant. Au moment où la voiture de Henry est arrivée sur le parking à minuit, j'étais dans mon nouvel appartement, assise par terre avec juste un sac de couchage et la satisfaction de l'évasion. Le premier message vocal est arrivé le mardi matin alors que je vérifiais un patient. Le numéro de Nancy sur mes appels manqués. Je l'ai écouté pendant ma pause. Lauren, ma chérie, c'est maman. La présomption qu'elle se nomme ainsi m'a donné la chair de poule. Il doit y avoir une confusion à la banque. Le virement n'est pas passé. Pourrais-tu vérifier ça? Rappelle-moi. Le mercredi en a apporté un autre. Lauren, la société de crédit immobilier a appelé. C'est sérieux. Nous avons besoin de ce paiement aujourd'hui. S'il te plaît, rappelle. Le jeudi, son ton avait changé. Comment as-tu pu faire ça à la famille? Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous pourrions perdre la maison. J'ai supprimé chaque message après l'avoir écouté une fois. Pas de culpabilité, pas de remise en question, juste une légère satisfaction, comme regarder quelqu'un qui vous a coupé la route se faire arrêter par la police. Tu as l'air différente, a mentionné Beth pendant le changement de service le jeudi soir. Mieux, plus reposée, ou quelque chose comme ça. Je dors enfin assez, ai-je dit, ce qui était vrai. Dans mon nouvel appartement, je dormais sans les ronflements de Henry, sans l'anxiété des factures que je ne pouvais pas suivre, sans le poids de financer des gens qui me méprisaient. Le vendredi après-midi, Melissa a contre-attaqué via les réseaux sociaux. La photo est apparue sur Instagram pendant que je déjeunais à la cafétéria de l'hôpital, la Maison du Lac, magnifique sous la lumière de l'après-midi, avec un panneau, à vendre, rouge et blanc planté dans la pelouse avant. Sa légende était de la pure manipulation, grâce à l'égoïsme de certaines personnes, les souvenirs d'enfance sont vendus. 30 ans de rassemblements familiaux disparus. Certaines personnes ne voient que des signes de dollars là où nous voyons un foyer. La section des commentaires est devenue un champ de bataille. Des parents que je n'avais jamais rencontrés m'ont traité de sans-cœur, d'égoïste, de chercheuse d'or, ce qui était hilarant étant donné que j'avais été celle qui donnait l'or, pas celle qui le cherchait. Une certaine tante Hélène a écrit un commentaire de la longueur d'un roman sur les jeunes épouses d'aujourd'hui qui ne comprennent pas le sacrifice. Mais ensuite, Suzanne de mon équipe de nuit a trouvé la publication. Douce Suzanne, qui m'avait couverte pendant mes pires jours, qui m'avait vu compter mes sous pour le déjeuner tout en envoyant des milliers à la famille de Henry. Son commentaire était bref mais dévastateur, peut-être que si vous la traitiez comme une famille au lieu d'un distributeur automatique de billets, elle continuerait à aider. Juste une pensée. Melissa l'a supprimé en quelques minutes, mais pas avant que Suzanne n'en fasse une capture d'écran. À la fin du service, la moitié du personnel infirmier avait vu l'échange. Elles m'avaient adopté comme leur cause. Ces femmes qui comprenaient l'épuisement, le sacrifice et le fait d'être sous-évaluées. Ça, a dit Beth en regardant la capture d'écran, poster ça après avoir pris ton argent pendant des années, l'audace. Le samedi matin, Henry a commencé sa campagne. Le premier courriel est arrivé à 6 h du matin, 3 pages, interligne simple, détaillant toute notre histoire relationnelle et pourquoi je faisais une erreur. Je l'ai supprimé sans le lire après le premier paragraphe. Les fleurs sont arrivées ensuite,
livrées à la réception de l'hôpital pendant mon service du samedi. Des roses, 2 douzaines, avec une carte qui disait « S'il te plaît, reviens à la maison. Nous pouvons arranger ça. » La réceptionniste, Maria, qui avait entendu toute l'histoire par les rumeurs de l'hôpital, m'a jeté un regard. « Tu veux que je les donne au service de cardiologie ? » « Parfait, » ai-je dit. « Les patients les apprécieront plus que moi. » Le dimanche, il est passé à la vitesse supérieure. Je sortais par la sortie des employés après mon service quand je l'ai vu attendre près de ma voiture. Il avait l'air terrible, mal rasé, des vêtements froissés, la pâleur de quelqu'un qui n'avait pas dormi. « Lorraine, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Éloigne-toi de ma voiture, Henri. Nous devons parler de nous. » Il n'y a pas de nous. Il y a toi et ta famille, et moi et mon amour-propre. Ce sont 2 relations différentes. Ce n'est pas juste. Juste ? J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour dedans. Juste aurait été de m'inviter aux vacances que j'ai payées. Juste aurait été de me dire la vérité sur où notre argent allait. Juste aurait été de me traiter comme une épouse au lieu d'une banque. Il a essayé de bloquer la portière de ma voiture. C'est alors que l'agent Johnson est apparu. La sécurité de l'hôpital avait apparemment observé de l'intérieur. « Monsieur, vous devez quitter la propriété de l'hôpital », a dit Johnson, la main posée sur sa radio. « C'est mon épouse qui vous a demandé de vous éloigner de son véhicule. » Allons-y. Alors que Johnson escortait Henri vers le parking des visiteurs, Henri a crié en retour, « Ce n'est pas fini, Lorraine. Nous sommes mariés. » Pas pour très longtemps, ai-je répondu en montant dans ma voiture. Les infirmières du changement de service du soir avaient apparemment tout regardé depuis les fenêtres de la salle de repos. Quand je suis retourné pour pointer correctement, elles m'ont fait une discrète ovation. Le docteur Martinez est apparu avec une tasse de café. « Ça va, Mitchell ?» Il avait commencé à utiliser mon nom de jeune fille sans qu'on le lui demande. « Mieux que bien », ai-je dit en acceptant le café. « Libre. » Le texto de Henri du lundi a essayé un angle différent. Jake a perdu sa moto. Il a aussi dû vendre ses blousons. Il adorait ses blousons. J'espère que tu es heureuse. Jake, qui n'avait pas travaillé depuis 2 ans, qui passait ses journées à se promener sur une moto que Nancy payait avec mon argent, avait finalement rencontré les conséquences. J'ai pris une photo des nouvelles blouses que je m'étais achetées, les premiers nouveaux vêtements de travail que j'avais eus en 2 ans, et je les renvoyais. J'adore pouvoir m'offrir des vêtements de travail. C'est drôle comme ça fonctionne. Il n'a pas répondu à celui-là. Par les rumeurs de l'hôpital, j'ai appris plus sur l'effondrement de la famille. Jake avait pris un travail en entrepôt, son premier véritable emploi depuis que je le connaissais. La maison du lac avait plusieurs offres, mais tout en dessous du prix demandé. Apparemment, le quai avait vraiment besoin de ces réparations que Nancy avait mentionnées. Henri avait réemménagé chez ses parents pour les aider à traverser cette période difficile, bien que je soupçonne que c'était parce qu'il ne pouvait pas se permettre notre appartement seul. Nancy a laissé un dernier message vocal cette semaine-là. « J'espère que tu peux vivre avec toi-même, en détruisant une famille comme ça. Nous t'avons accueilli et c'est comme ça que tu nous rembourses. » J'ai gardé celui-là, non par culpabilité, mais comme un rappel. Ils avaient accueilli mon argent, pas moi. Et maintenant, enfin, ils apprenaient la différence. J'ai écouté le message vocal de Nancy une dernière fois avant de le supprimer pour toujours. Ces mots, détruire une famille, résonnaient dans mon appartement vide alors que je préparais mes bagages pour un voyage que je planifiais depuis des semaines. 2 mois à économiser mon propre argent, 2 mois à ne pas financer leur style de vie, et j'avais enfin assez pour quelque chose dont je n'avais fait que rêver, un voyage en solo à Sedona. Les Roches Rouges m'avaient appelé depuis l'école d'infirmière quand une camarade de classe avait montré des photos de ses vacances là-bas. À l'époque, je m'étais promis qu'un jour, quand j'aurais de l'argent, j'irais. Maintenant, je réalisais que j'avais toujours eu l'argent. Je l'avais juste donné à des gens qui ne me valorisaient pas assez pour m'inviter à dîner. Le vol était tôt le matin, moins cher de cette façon. J'avais appris à apprécier les petites économies maintenant que je gardais mes revenus. Le siège du milieu ne me dérangeait pas. Le bébé qui pleurait 2 rangées derrière ne m'a pas perturbé. Je volais vers quelque chose au lieu de fuir quelque chose. Et cela faisait toute la différence. Sedona en octobre était parfait. Des journées chaudes, des nuits fraîches,
une lumière dorée qui faisait briller les roches rouges comme si elles étaient éclairées de l'intérieur. J'avais réservé un hôtel modeste, rien de luxueux, juste propre et calme avec une vue sur Thunder Mountain depuis ma fenêtre. Ce premier soir, je me suis assise sur le petit balcon avec une tasse de thé, regardant le coucher de soleil peindre les roches dans des nuances pour lesquelles je n'avais pas de nom. Le lendemain matin, j'ai commencé le sentier de Cathédrale Rock au lever du soleil. La randonnée était plus difficile que je ne l'avais prévu, raide, nécessitant une véritable escalade par endroits. Mes jambes brûlaient, ma poitrine se soulevait dans l'air raréfié, mais j'ai continué. D'autres randonneurs me dépassaient, plus jeunes, plus en forme, mais je m'en fichais. Ce n'était pas une course. C'était un pèlerinage. À mi-chemin, assise sur un rebord pour reprendre mon souffle, mon téléphone a vibré. J'avais oublié de le mettre en mode avion. La notification était un courriel. Nancy avait envoyé quelque chose à ce qui ressemblait à toutes les adresses électroniques de ses contacts. L'objet, la vérité sur Lauren Mitchell. J'ai failli le supprimer immédiatement. Puis la curiosité l'a emporté. Je l'ai ouvert alors que le soleil du matin réchauffait la roche rouge sous moi. C'étaient 3 paragraphes de poison, comment j'avais détruit leur famille, comment j'avais manipulé Henry, comment j'avais fait semblant de me soucier d'eux pour ensuite leur retirer le tapis sous les pieds quand ils avaient le plus besoin de moi. Elles détaillaient leurs difficultés financières, la maison du lac perdu, la moto de Jake saisie, leurs circonstances actuelles réduites, et rejetaient toute la faute sur mon retrait vindicatif de soutien. Le courriel a été envoyé à 43 personnes, des parents, leurs amis de l'église, même certains noms que j'ai reconnus comme étant des collègues de Henry. Elle avait mis tout le monde dans le champ, sans même se donner la peine d'utiliser la dignité du CCI. Je me suis assis sur cette roche rouge, regardant la vallée en contrebas, et je n'ai rien ressenti, ni colère, ni douleur, juste une étrange légèreté, comme regarder une tempête passer sans être mouillé. J'ai cliqué sur « Répondre à tous ». Ma réponse était simple, factuelle et dévastatrice, j'ai contribué 100 800 $ sur 3 ans tout en étant exclu des rassemblements familiaux. On m'a dit que le voyage annuel au lac était annulé en raison de contraintes budgétaires, puis j'ai vu des photos de tout le monde là-bas sauf moi. Vous n'êtes pas en difficulté parce que j'ai arrêté de donner. Vous êtes en difficulté parce que vous n'avez jamais appris à vivre selon vos moyens réels. Je vous souhaite le meilleur dans vos nouvelles circonstances. Veuillez me retirer des futures communications. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. Le reste de la randonnée était une pure méditation, juste moi, les roches et le vaste ciel de l'Arizona. Au sommet, assise avec d'autres randonneurs qui avaient fait l'ascension, je me suis senti plus en paix que je ne l'avais été depuis des années. Une femme de mon âge environ était assise à proximité, seule elle aussi, admirant la vue. Première fois, a-t-elle demandé. Oui. Et vous? Troisième. Je viens après chaque grand changement de vie, divorce, changement de carrière, et maintenant la retraite. Ces roches ont tout vu. Nous sommes restés assises dans un silence confortable, 2 étrangères qui comprenaient que certains voyages doivent se faire seuls. Quand je suis rentré 3 jours plus tard, la maison du lac avait été mise aux enchères. Mélissa, bien sûr, a tout documenté sur les réseaux sociaux, des photos du panneau, à vendre, des vidéos de personnes visitant la propriété. Une dernière photo d'elle debout près du quai avec la légende « Adieu aux souvenirs d'enfance ». Certaines personnes connaissent le prix de tout et la valeur de rien. J'étais au travail quand la vente aux enchères a eu lieu, mes mains stables alors que j'insérais une perfusion dans les veines fragiles d'un homme âgé. Sa fille se tenait à proximité, anxieuse, et j'ai reconnu quelque chose dans ses yeux. Elle avait suivi les publications de Mélissa. « Vous êtes l'infirmière » a-t-elle dit doucement. Des publications Instagram, celles qui... J'ai gardé ma concentration sur mon patient, professionnel, calme. La famille de mon ex-mari a fait la même chose, a-t-elle continué. Ils ont pris et pris, puis m'ont traité d'égoïste quand j'ai arrêté de donner. Vous êtes courageuse. Juste pratique, ai-je dit en fixant la perfusion. Votre père va s'en sortir. Ce médicament aidera à soulager la douleur. En tenant la main de son père pendant la procédure, j'ai réalisé quelque chose. Ces couloirs, ces patients, ces collègues qui s'étaient ralliés autour de moi, c'était ma vraie famille. Des gens qui appréciaient ma compétence, ma compassion, ma présence, pas mon compte en banque. Les papiers du divorce étaient prêts 2 semaines plus tard. Mon avocat, payé avec mon propre argent, avait simplifié les choses, divorce sans faute,
aucune pension alimentaire demandée de part et d'autre, juste une rupture nette. J'ai fait signifier les papiers à Henri dans l'appartement de location de ses parents. L'huissier m'a dit plus tard que Henri avait ouvert la porte avec l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 5 mois. Chemise froissée, yeux creux, l'air d'un homme dont la vie confortable s'était effondrée. Il m'a appelé immédiatement après avoir reçu les papiers. « Lorraine, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Viens à l'appartement. Parlons. Il n'y a rien à discuter. Signe les papiers. J'ai fait des erreurs. Tu as fait des choix. Moi aussi. Le mien a été d'arrêter de financer des gens qui m'excluaient. Signe les papiers, Henri. » Par la fenêtre, a dit l'huissier, Nancy avait observé, le visage pressé contre la vitre comme une enfant devant une confiserie qu'elle ne pouvait plus se permettre. 2 jours plus tard, les papiers signés sont arrivés au bureau de mon avocat. Henri avait signé chaque page, sa signature devenant de plus en plus tremblante au fil des pages. Thanksgiving est arrivé 6 mois après mon départ. L'invitation est arrivée à mon nouvel appartement. Du papier cartonné de luxe que Nancy avait dû acheter avant leur crise financière. Malgré tout, tu fais toujours partie de la famille, avait-elle écrit de sa parfaite écriture cursive. S'il te plaît, joins-toi à nous pour le dîner de Thanksgiving. L'adresse de retour était leur appartement de location, pas la maison du lac. Le dîner aurait lieu dans une salle à manger exiguë, pas avec vue sur l'eau. La dinde serait achetée en magasin, pas le volatile biologique et élevé en plein air qu'ils avaient l'habitude de servir. Je travaillais de toute façon à Thanksgiving. La paix des jours fériés était trop bonne pour la laisser passer, et l'hôpital avait besoin de personnel. Mais même si j'avais été libre, ma réponse aurait été la même. J'ai renvoyé l'invitation avec une seule ligne écrite en travers, la famille ne demande pas de paiement pour l'admission. Puis j'ai bloqué tous les numéros, celui de Henri, de Nancy, de Jake, de Mélissa, même des cousins qui m'avaient traité de sans cœur. Un par un, je les ai effacés de mon téléphone, de ma vie, de mon avenir. Ce soir de Thanksgiving à l'hôpital, après avoir bloqué tous les numéros, j'ai travaillé avec une légèreté inhabituelle. Le service des urgences était bondé. Les jours fériés le sont toujours. Mais je me suis déplacé dans le chaos avec une clarté que je n'avais jamais eue auparavant. Pas de téléphone vibrant de culpabilisation. Pas de calculs mentaux sur de l'argent que je ne pouvais pas suivre. Juste le travail, les patients et la liberté particulière d'être complètement déconnecté des personnes qui m'épuisaient. Mitchell, tu veux de la dinde? Le docteur Martinez m'a tendu une assiette du buffet de la salle de repos. L'hôpital faisait toujours quelque chose de bien pour le personnel des jours fériés. Merci, ai-je dit en l'acceptant. De la vraie dinde, de la vraie farce, un vrai sentiment d'appartenance. Personne ici n'attendait de paiement pour être inclus. Les mois qui ont suivi se sont estompés de la meilleure façon possible. L'hiver est devenu le printemps est devenu l'été. J'ai appris à cuisiner pour une personne sans me sentir seul. J'ai décoré mon appartement avec des plantes, une sansevieria près de la fenêtre, un poteau descendant d'une étagère, un lys de la paix qui a fleuri de manière inattendue en juillet. Elle prospérait dans la lumière naturelle des fenêtres qui s'ouvraient réellement. Contrairement à notre ancien appartement où tout semblait piégé, mon compte en banque a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Il a grandi sans l'hémorragie de $2800 par mois, plus la promotion de superviseur de service que j'avais obtenue 6 mois après avoir quitté Henri. J'ai regardé les chiffres grimper. Pas de façon spectaculaire, pas une fortune, mais assez. Assez pour les réparations de voitures sans panique. Assez pour de nouvelles chaussures de travail sans culpabilité. Assez pour un bon dîner occasionnel sans vérifier le prix 3 fois. L'éditeur du bulletin de l'hôpital m'a approché en août. Nous faisons une série sur le bien-être financier pour les travailleurs de la santé. Accepteriez-vous d'écrire quelque chose? J'ai écrit sur la reconnaissance de l'abus financier sans nommer de nom. Sur la façon dont cela commence petit, juste aider temporairement. Sur la façon dont cela grandit, urgence familiale après urgence familiale. Sur la façon dont cela se cache derrière l'amour, l'obligation, la culpabilité. Sur la façon dont cela se termine quand vous vous valorisez enfin plus que leur approbation. La réponse m'a submergé. Des collègues avec qui j'avais travaillé pendant des années m'ont pris à part tranquillement. Ça m'est arrivé aussi. La famille de mon ex-femme a fait la même chose. J'y suis encore. Comment t'en es-tu sorti? J'ai lancé un groupe de soutien informel.
Les jeudis soirs, mon appartement, du thé et des conversations honnêtes. Nous l'avons appelé « limite financière pour les soignants », car les infirmières, avons-nous découvert, étaient particulièrement vulnérables à ce type d'exploitation. Nous étions formés pour aider, pour sacrifier, pour mettre les autres en premier. Cela faisait de nous des cibles parfaites pour la manipulation financière. Un jeudi de septembre, exactement un an après cet appel téléphonique dans la réserve, j'ai reçu une lettre, manuscrite, sans adresse de retour, mais j'ai reconnu l'écriture de Henri. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Puis la curiosité l'a emporté. Son écriture était différente, plus petite, plus soignée, comme s'il mesurait chaque mot. Lorraine, je t'écris depuis mon studio, celui que je peux réellement me permettre avec les 2 emplois que j'occupe maintenant. C'est drôle comme je n'ai jamais compris ce que signifiait le travail jusqu'à ce que je doive le faire moi-même. Je vois maintenant ce que nous t'avons pris. Pas seulement de l'argent, mais de la dignité, du respect, un sentiment d'appartenance. Nous t'avons fait payer le privilège d'être exclu, et j'ai laissé faire. Pire, je l'ai orchestré. Maman te blâme toujours. Mélissa publie sur la loyauté familiale. Jacques se plaint du travail à l'entrepôt. Ils ne comprennent pas, mais moi si, maintenant. Nous n'étions pas une famille. Nous étions des parasites, et j'étais le pire parce que j'étais censé t'aimer. Je n'attends pas de pardon. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu saches qu'une personne de ce gâchis a enfin compris ce que nous t'avons fait. C'était mal. C'était cruel. Et tu méritais tellement mieux. J'espère que tu l'as trouvé, Henri. Je l'ai lu une fois, assise à ma petite table à manger avec une tasse de café. J'ai ressenti un moment de tristesse pour le mariage qui aurait pu être s'il avait été aussi honnête dès le début. Puis je l'ai classé dans une boîte intitulée « Passé » et j'ai continué ma journée. 2 mois plus tard, Madame Patterson a frappé à ma porte. Avez-vous vu la nécrologie? Nancy était décédée. Crise cardiaque à 67 ans. Les funérailles auraient lieu le samedi à l'église de Laketown qu'ils fréquentaient quand ils avaient la maison du lac, avant de tout perdre. Je n'y suis pas allé. Mais je n'ai pas été surprise quand, 3 semaines plus tard, une lettre recommandée est arrivée d'un cabinet d'avocats. Le testament de Nancy, rédigé des années auparavant quand ils avaient de l'argent et que j'étais encore là, belle fille, n'avait jamais été mis à jour. Elle m'avait légué sa collection de bijoux. Mélissa l'a contesté immédiatement, bien sûr, mais le testament était inattaquable, rédigé à l'époque où Nancy jouait la belle-mère aimante, pensant probablement que les bijoux me garderaient reconnaissante et généreuse. L'ironie était parfaite. Elle m'avait accidentellement fait un dernier paiement d'outre-tombe. La collection a été estimée à 15 000 $. De belles pièces, de l'or véritable, des pierres de qualité. Des choses qu'elle avait portées lors de rassemblements familiaux auxquels je n'étais pas invité, achetées avec de l'argent que j'avais aidé à fournir. J'ai vendu chaque pièce à un revendeur du centre-ville, puis je suis allé directement au refuge pour femmes de la rue Maple. La directrice, une femme à l'air fatiguée nommée Patricia, a accepté le chèque de banque avec surprise. C'est incroyablement généreux. Souhaitez-vous nommer le don pour nos dossiers? Appelez-le le fonds familial, ai-je dit. Pour les femmes qui trouvent leur vraie famille après en avoir perdu de fausses. Elle a étudié mon visage avec la reconnaissance de quelqu'un qui avait entendu des histoires similaires. Le fonds familial, ce sera. Aujourd'hui marque les 2 ans de cette vidéo Instagram. 2 ans que mon monde a basculé. Je me suis porté volontaire pour le service du lever du soleil, voulant marquer l'anniversaire avec quelque chose de significatif, un travail qui comptait vraiment. Le trajet vers l'hôpital à 5 heures du matin était parfait. Des rues vides, de la musique classique à la radio, du café dans ma tasse de voyage, le bon que je pouvais me permettre maintenant. Le ciel s'éclaircissait progressivement, peignant les nuages de teintes de pêche et d'or. Mon téléphone, rangé dans mon sac, restait silencieux. Pas de textos désespérés sur des besoins urgents. Pas de messages vocaux sur des familles détruites. Pas de culpabilisation déguisée en invitation. Juste la paix. Je me suis garé à ma place désignée, l'un des avantages d'être superviseur, et je me suis dirigé vers l'entrée des employés. Les portes automatiques m'ont senti arriver et se sont ouvertes avec leur sifflement familier, comme si le bâtiment lui-même m'accueillait à la maison. Si cette histoire de trahison financière et de douce indépendance vous a fait applaudir Lorraine, cliquez sur le bouton j'aime tout de suite. Ma partie préférée a été quand Lorraine a répondu par texto, demande à ta famille,
après avoir découvert la vérité sur ses vacances à la Maison du Lac. Quel a été votre moment de justice préféré? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Ne manquez pas d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo.